Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Dans la légende. Dans la légende, c'est l'émission qui décrypte l'électrocardiogramme de vos émotions culturelles à travers le temps. Cinéma, jeux vidéo, littérature, que sais-je. Et aujourd'hui, prenez une boîte d'aspirine parce que nous allons parler de l'un de mes réalisateurs préférés, Christopher Nolan. Et pour parler de Christopher Nolan, il fallait pas moins que des invités interstellaires pour évoquer le sujet avec moi. Et j'ai avec nous aujourd'hui Maximilien, journaliste, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour. Louis, rédac chef culture à Combini, oui. Bienvenue également. Merci. Et Robert, alors critique, auteur, scénariste, bienvenue parmi nous. Ah, merci. Je suis très content de vous recevoir parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un de mes réalisateurs favoris. Je l'assume totalement, on va dire, dans les réalisateurs contemporains. J'aimerais qu'on revienne avec vous un petit peu sur le spectre de la carrière de Christopher Nolan. Et pour ce faire, on va commencer par le début, par sa jeunesse, par ce qui lui a donné goût au cinéma. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce qui lui a donné envie justement de devenir qui il est aujourd'hui? Déjà, c'est quelque chose qui s'est produit assez tôt. En fait, on a l'impression que c'est un peu le cliché des réalisateurs, c'est-à-dire que très tôt, il s'est servi de la caméra de son papa pour réaliser des films. Il avait 7 ans. Et à partir de 11 ans, il s'est dit que ce qu'il voulait faire, c'était devenir réalisateur. Donc, ouais, il a réalisé des petits films. Il avait même fait un film en stop motion, c'est-à-dire animé image par image, qui s'appelait Space Wars, donc qui est un hommage à Star Wars. Donc on peut dire qu'il est tombé dedans assez vite, mais je ne saurais pas dire quel a été l'élément déclencheur vraiment de sa passion. C'est juste que c'est arrivé très tôt et qu'il a poursuivi son rêve jusqu'au bout. Les films qui citent souvent, en fait, c'est Star Wars, justement, d'où le film en stop motion avec le titre plagié. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, je crois qu'il a vu Star Wars en premier, et ensuite, justement, grâce au succès de Star Wars, ils ont ressorti 2001 à l'époque, et il a eu un coup sur coup de le gros blockbuster, et le film, on va dire, plus communément appelé d'auteur. Et c'est ces deux références qui reviennent souvent dans son cinéma, et qui, à mon avis, expliquent beaucoup sur ce qu'il essaie de faire, à savoir un cinéma de divertissement qui en met plein la vue, comme lui, ça a pu le faire pour lui à l'époque, et en même temps un cinéma qui quand même invite un peu à réfléchir. Le truc marrant, c'est que voilà, il découvre 2001 à 7 ans. Je sais pas, moi, j'ai pas vu 2001 à 7 ans. Alors, moi non plus. Moi, ça m'est arrivé. Et c'est très, très compliqué. Ça doit être, je pense, pour un gamin... C'est déroutant. Ça va être déroutant de fou. En plus, le mec, il est tout petit, il voit Star Wars et 2001 en même temps, il voit un grand film d'action, il voit un grand film d'auteur à côté, dans une dimension spatiale. Je pense qu'il y voit plein de choses et il se dit que le cinéma peut tout faire, quoi. Oui, et surtout deux films, comme vous le notez, qui sont un petit peu aux antipodes dans le traitement. Mais tu parlais du stop motion, et c'est intéressant parce qu'à l'époque, il tourne en Super 8, si je ne m'abuse, oui. ce qui est beaucoup plus facile pour faire du stop motion. Nous, on n'a pas eu forcément ce format-là, puisqu'on est vite passé à la VHS, voilà. Et je reviens sur Star Wars, parce qu'il me semble qu'il passe sa jeunesse entre Londres et Chicago, et il voit en avant-première, en fait, aux États-Unis, Star Wars, qui va le marquer, et qui va après spoiler à tout le monde quand il va rentrer à Londres. Et il y a aussi, de ce que j'ai lu, un cinéma aussi qui l'a influencé un petit peu plus tard, c'est le cinéma de Ridley Scott. Et c'est quelque chose, moi, que je trouve qui va se répercuter sur la carrière de Nolan par la suite. Et donc, on l'a vu, il réalise des courts-métrages, il s'imprègne vraiment du cinéma de cette époque-là. Et comment il va se professionnaliser, en fait? Comment il va passer du court-métrage dans son jardin à se dire, voilà, j'ai envie d'en faire un métier? Ouais, j'ai l'impression aussi que déjà, il y a une attirance pour le cinéma déjà de base, mais quand on sait déjà que son oncle était aussi un mec de la NASA, qui lui envoyait des vidéos en fait, de décollage, il fait un rapprochement, je pense, entre les deux, entre voilà la réalité qu'on m'envoie, sur laquelle même je peux faire des montages moi-même, voilà ce qui peut se passer au cinéma et les possibilités que ça offre. Et ensuite, pour lui, qui s'intéresse en même temps en parallèle à la physique et à la science, tout simplement, il se dit que c'est le parfait, je pense, médium pour pouvoir transférer à la fois le cinéma à travers des scénarios un peu alambiqués, très compliqués et scientifiques en même temps, et très réels, quoi. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas fait d'école de cinéma. En fait, le cinéma l'a toujours intéressé. Comme on a dit, il a fait les films en 8 mm, il a même déjà fait un ou deux courts-métrages avant d'attaquer les études. Mais il a fait une fac de lettres, en fait, parce qu'il voulait avoir un point de vue différent, ne pas être forcément enfermé dans
dans l'apprentissage du cinéma tel qu'il est un peu de manière académique. Et c'est par la suite en fait qu'il a commencé à du coup faire ses armes, à tourner les week-ends et notamment lorsqu'il a fait son premier film qui techniquement est un film de fin d'études en fait, Following, tourné en 97, enfin tourné sur tout 97 parce qu'en fait ils l'ont tourné sur un an tous les week-ends. Et pour, je crois, 3000 pounds, un truc comme ça. Donc loin des budgets auxquels il est habitué aujourd'hui. Et c'est comme ça, en fait, il y a eu quelques courts-métrages, et puis ce coup, pas de maître encore, mais qui, du coup, lui a permis de mettre le pied à l'étrier. Ouais. Parlons de Following, qui est son premier vrai film. Avant, il y a, comme on l'a cité, il y a eu beaucoup de courts-métrages, dont certains qui étaient assez intéressants, qui présageaient même un petit peu de ce qu'allaient être encore plus les films de Nolan, avec même parfois un film fantastique. Il fera jamais, après, hormis sur le Prestige qu'on va évoquer, mais là, du fantastique assumé, qui était même dans une réflexion psychologique assez intéressante. Et Following, on arrive, donc c'est sorti 98. 98, on a un film qui est très court de mémoire, je crois, 1h10, et qui, s'il faut résumer, alors c'est peut-être son film le moins connu, on va dire, parce que tout le monde, on va dire, débute la carrière de Christopher Nolan avec Memento, qu'on va voir par la suite, mais c'est vraiment Following. Alors Following, il était sorti, je crois, dans quelques salles en France, en 98. C'est un film assez étrange, j'ai envie de dire, mais fort intéressant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que c'est un film qui est vraiment intéressant, je trouve, à revoir aujourd'hui ou à voir rétrospectivement, parce qu'on a le sentiment que c'est un peu... alors, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, mais c'est un peu le brouillon de ce qu'il va faire ensuite. C'est-à-dire qu'on retrouve plein de thématiques, notamment le voyeurisme, la manipulation. Est-ce qu'on peut rappeler de quoi ça parle? Oui, alors c'est une histoire d'ailleurs assez étrange, donc qui s'appelle donc Following en France, ça s'appelle Following-le suiveur. C'est sur un homme, donc celui qu'on voit sur l'affiche ici, qui suit des gens comme ça, au hasard dans la rue, et qui rentrent chez eux. Et il faut savoir qu'en fait, c'est une histoire que Christopher Nolan a imaginée quand il était à Londres et qu'il a lui-même été victime d'un cambriolage. Et justement, il s'est posé la question de savoir une personne qui rentre chez toi comme ça par effraction, qui va dans tes souvenirs. Qui fouille ton intimité. Exactement, et donc ça a été le point de départ de ce film, voilà, qui vraiment part de quelque chose d'assez étrange, cette idée de on suit quelqu'un et il se trouve que cette personne-là va se retrouver mêlée à une histoire un petit peu extravagante. Et voilà, en fait, donc on voit tout l'amour de Christopher Nolan pour le film noir, qui est vraiment son thème de prédilection. C'est-à-dire que tous ces films policiers des années 30, qui même sont souvent organisés en flashback comme celui-ci. Donc c'est vraiment un... Voilà, il y a déjà une narration différente. Dans The Following, c'est ça qu'il faut dire. On est déjà, parce que Christopher Nolan casse la linéarité, j'ai envie de dire, de la narration. On retrouve déjà ça dans The Following. Ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait été très, très épaté par la structure narrative de Pulp Fiction de Tarantino. Et dès son premier film, ça se ressent, sachant que le film est en noir et blanc, pour une raison assez simple, c'est que Christopher Nolan est daltonien et que c'était lui le chef opérateur du film, c'est-à-dire que c'était lui qui filmait et que pour ne pas être gêné par le fait d'être daltonien, justement, il a tourné ça en noir et blanc. Et on a ce rendu. J'ai toujours cru que c'était pour un souci d'économie, justement. Je pense que ça a dû jouer aussi, parce que voilà, comme on disait, c'est vraiment un tout petit film en termes de budget. C'est vraiment quelque chose de ridicule. Extérieurs et des intérieurs, c'est compliqué si on n'est pas bien éclairé. Je pense même que les plans dans la rue ont été tournés à la volée, sans autorisation. Donc c'est vraiment, oui, il y a un souci d'économie et en même temps quelque chose de pratique par rapport à son handicap. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de Following? Effectivement, moi, c'est le côté séminal. Moi aussi, c'est pas le premier que j'ai vu. J'ai d'abord découvert Memento, et ensuite, quand je me suis intéressé à Following, c'est effectivement le fait de le regarder et de se dire tout est là. Et je l'ai régulièrement revu après avoir vu certains de ses autres films. Et effectivement, le côté, comme tu disais, du personnage qui s'introduit dans ton intimité, on peut tirer le fil et arriver jusqu'à Inception. Inception, c'est quelqu'un qui littéralement s'introduit dans les rêves des autres. Et au-delà même, en plus de la question de la structure, qui est donc effectivement aller informer sa manière de raconter les histoires par la suite, il y a l'idée dans le fait que l'idée de ce film lui soit venue du fait d'avoir été cambriolé, qui là aussi informe toute l'obsession principale de Christopher Nolan, qui est la nécessité d'avoir le contrôle. Et le fait de s'être fait dérober ce contrôle, en fait, quand on arrive chez soi et qu'on découvre qu'on a été cambriolé, soudainement, lui a donné cette envie d'avoir des personnages qui ont absolument besoin d'être en contrôle, que ce soit la manière dont ils s'habillent. Donc, on rigole souvent du fait que c'est tout le temps des personnages en costard dans ces films, mais ça dit quelque chose du cinéma de Nolan, le fait que dans Inception, l'utilisation des rêves
ne part jamais dans la fantasmagorie, dans l'onérisme pur. C'est ça, c'est qu'on est constamment dans un besoin de contrôle. Batman, il a besoin de contrôler son environnement. C'est la thématique qui revient. Et on sort jamais au-delà d'un cadre, j'ai envie de dire, tout à l'heure j'ai évoqué le fantastique, mais justement le cinéma de Nolan ne va jamais au-delà d'une réalité en fait qu'il peut ancrer. C'est ça, même quand il fait Batman, même quand il raconte des histoires de magiciens, c'est toujours très ancré dans le réel. C'est que ce soit même visuellement, c'est-à-dire que le style de Nolan, c'est un style, et c'était déjà présent dans Following, mais après évidemment ça s'affûte par la suite, c'est une image œil. Aucun effet de style, il n'y aura pas de ralenti, il n'y aura pas de split screen, il y aura pas, ce sera souvent de la caméra portée, ce sera souvent un objectif qui se rapproche de l'œil humain, et donc on est, et dans la photo, encore plus ces derniers temps depuis qu'il a changé de chef opérateur, on est dans quelque chose qui tend un peu vers le gris. Alors, je ne dis pas qu'on est dans du Frère Dardenne, hein, mais il y a quelque chose de vouloir l'ancrer dans le réel, de ne pas vouloir exagérer, de ne pas partir dans la fantasmagorie, de ne pas avoir, même quand ce sont des méchants de Batman, bon, bah, ils n'ont pas un gimmick, on n'est clairement pas chez Schumacher, on n'est même pas chez Burton non plus, des choses qui ont pu dérouter à l'époque où il a rebooté Batman. Et effectivement, je pense que tout ça se retrouve déjà dans Following, qui est séminal à ce niveau. Et puis même cette envie de contrôle, c'est quelque chose qui va le suivre lui, parce que justement son but en tant que cinéaste, même quand il travaille pour un gros studio comme la Warner, c'est d'avoir le contrôle absolu sur les films qu'il réalise, même quand c'est le 3e Batman, alors que c'était au départ, c'était quand même une commande d'un studio. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un film que vous recommandez aux gens qui n'ont pas vu encore The Following ? Ça donne une bonne idée justement de ce qui va se produire ensuite, en fait. Le fait de suivre à chaque fois un personnage principal, on va le suivre, il va pas y avoir une caméra qui va être loin, qui va le juger et tout. On est vraiment, le spectateur est vraiment suivi à chaque fois chaque personnage, en fait, que ce soit Batman, que ce soit le personnage de Following. Et il y a cette idée à la fois de temporalité, de narration évidemment, qui est toujours un peu décalée, ou en tout cas différente des autres cinéastes. Et cette idée aussi, le rapport au matériel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on retrouve un élément, on va dire, matériel dans un film de Following, ou soit Memento ou Interstellar, il y a toujours quelque chose qui ancre le personnage dans une matérialité. Moi, à chaque fois, je me pose la question de peut-être que c'est ça, en fait, sa seule manière. On parle du contrôle, justement. C'est le contrôle, on l'a quand on a quelque chose en main. On peut ensuite aller plus loin dans la métaphore par rapport à la pellicule, et par rapport au numérique, parce qu'il choisit les pellicules et l'argentique, et ainsi de suite, en fait. Donc, on peut dire que c'est un peu l'amorce, on va dire, de son cinéma, et on le trouve dans Following. C'est pas évidemment son meilleur film, mais on trouve déjà toutes ces idées un peu comme un brouillon. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, c'est quelque chose que je recommanderais. Surtout, comme on l'a dit, c'est un peu la jeunesse de beaucoup de choses, mais également, on a même une référence à Batman, plus qu'une référence, voilà. Donc, on va dire, c'est un signe du destin. Et ensuite, Following, qui, on l'a dit, est sorti en France, après, peut-être de manière un petit peu... confidentielle. Voilà, confidentielle, j'allais dire anecdotique, même s'il a reçu quand même de bonnes critiques à l'époque, si ma mémoire est bonne. On a, pour moi, le film qui va vraiment enclencher la carrière de Nolan à l'international et qui va l'ancrer dans le cœur des gens et qui va aussi permettre de populariser le cinéma de Nolan, c'est Memento. Memento, c'est 2000 si je dis pas de bêtises. Memento, c'est quand même un film très particulier à l'époque. Déjà, je disais que Following, c'était un film particulier, mais Memento, on a un film qui se déroule à l'envers. C'est ça le gros du film, quoi. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la genèse du film vient d'un road trip que Christopher Nolan et donc son frère Jonathan Nolan, avec qui il a souvent collaboré, ont effectué à travers les États-Unis. C'est une idée de Jonathan Nolan. Il l'évoque à son frère Christopher, qui la trouve très intéressante. Et en fait, ils ont partagé de manière épistolaire un peu leur avancée, chacun... je te coupe, ça tombe bien, on va regarder un magnéto de Gris. Well, Memento was based on a short story that my brother was writing. And he hadn't yet written it fully, but he described the idea to me. And I thought it would make an excellent film. And I asked him if I could take the idea while he was writing his short story, whether I could take it and write a screenplay from it. And thank goodness he agreed to that and let me do that. So he went off and wrote the short story, and I think it took him almost as long as it took me to make the whole film as it did to write the short story.
Donc voilà, c'est exactement ce que tu me disais, Ouais. c'est que son frère voulait en faire une nouvelle. C'est ça. Et les deux sont au final radicalement différentes. Déjà en principe, en termes d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'idée de la vengeance et il y a toujours l'idée de cette amnésie antérograde. Mais par contre, toute la question, le véritable questionnement sur l'identité et donc effectivement toute la structure du film vient de Christopher Nolan. C'est-à-dire que dès le départ, c'était son point de vue à lui. Et la question du point de vue est vraiment très importante chez Christopher Nolan, qui a nourri l'écriture et qui donc a permis au cinéaste de nous plonger dans la subjectivité du personnage. C'est-à-dire que non, ce n'est pas un truc de petit malin et si le film était à l'endroit, ce serait nul, comme on peut entendre dire certains détracteurs. Tout le principe du film est là, c'est le fait de... quand on voit une scène et qu'on ne sait pas la scène qui a précédé, on est comme le personnage. On ne se rappelle pas. On est perdu. Voilà, on est perdu, on est dans l'absence de la connaissance de ce qui vient de se passer. Et donc, du coup, le fait de nous plonger dans la subjectivité du personnage permet à Nolan d'explorer ce qui le fascine depuis toujours. Il y a une citation qui, encore une fois, peut être appliquée à tous ses films, c'est qu'il est intéressé par la confrontation entre la réalité objective et la vérité subjective d'un personnage. Et avec Memento, c'est la première fois qu'il explorait ça. Et là, pour le coup, c'était vraiment un coup de maître pas le premier coup, mais dès ce deuxième film, quoi. Et puis il y a aussi une sorte de notion de, tu l'as dit, il y a la vengeance, puisqu'on parle d'une vengeance. Je vais resituer un petit peu le film, puisque je l'ai dit, c'est un film qui est fait à l'envers, mais c'est un homme qui tente de venger le meurtre de sa femme, sauf que quand sa femme s'est fait assassiner, il a reçu un coup, et il a une mémoire qui est complètement brouillée, puisqu'il a des amnésies à court terme, quoi. C'est vraiment, il se rappelle, je sais plus en fait, toutes les 3 dernières minutes, en fait, voilà, c'est il ça. se souvient pas. C'est vraiment, alors. Parfois, on dit du cinéma de Nolan qu'il est un peu poussif, il force à faire réfléchir, etc. On va dire c'est des détracteurs nous sortent ça. Mais pour le coup, avec Memento, moi je pense que c'est tout l'inverse en fait. Il pousse à nous identifier, comme tu le disais, au personnage et à suivre cette enquête parce que c'est une enquête, c'est le but du film. Et quoi de plus important dans une enquête que la mémoire ? Donc là, on est vraiment, vraiment brouillé. Et d'ailleurs, l'édition DVD avait ce montage, on pouvait revoir le film à l'endroit. Donc le fait est que, pour moi, le plus grand intérêt est dans sa version originale. J'ai jamais osé le regarder à l'endroit. Vous l'avez vu à l'endroit ? Non, parce absolument qu'après, le pas. film, comme il a été conçu dans ce sens-là, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens de vouloir le regarder en remettant les séquences dans le sens... ce qui nous semble être le sens normal. Mais ce qui est vraiment bien avec ce film-là, c'est qu'on découvre que chez Nolan, ce qui est important, c'est autant l'histoire qu'il raconte que la façon dont il va la raconter. Ce qui vraiment, là encore, en fait, va infuser dans tout son cinéma par la suite. Clairement. Vous, Memento, c'est un film qui vous a marqué à l'époque ? Ah, vraiment beaucoup. Moi, je l'avais découvert au Festival de Deauville à l'époque. Et donc, je l'ai découvert... vierge de toute bande-annonce, de tout écho, de toute réputation. Et c'était la claque, c'était OK, donc lui, c'est quelqu'un qu'il va falloir suivre, parce que là, je viens de voir un truc que j'avais jamais vu jusqu'à maintenant, quoi. D'ailleurs, vous vous êtes tous dit ça, après Memento, sur Nolan, vous vous êtes dit « Ah, là, on a un réalisateur qu'il faut surveiller. » Moi, je l'ai vu un peu plus tard. Pareil, c'est le premier film de Nolan que j'ai vu, mais il y avait déjà eu des articles, je pense notamment dans Ciné Live, où je savais que c'était quand même quelqu'un qui commençait à compter, mais après, quand tu vois Memento, tu comprends. Tu fais « Ah ouais, d'accord ». Ouais, j'avais découvert aussi après Insomnia, du coup. D'accord. J'étais un peu arrivé en retard, et du coup, ça m'avait... c'était un peu dans la même ambiance qu'Insomnia, justement. On a un personnage qui est complètement perdu. Il y a la peur du temps, en fait, qui est physique, en fait, vu qu'en plus, il utilise le cinéma. On a 1h30 à 2 heures pour trouver, justement, qui est le meurtrier. On suit une personne, on est proche de lui, on est dans ses baskets, et on ne sait pas à quel point, justement, où est-ce que ça va nous amener. On a aussi peur que le personnage. Et j'ai l'impression que, d'ailleurs, on découvre aussi que le temps, peut-être que c'est justement, peut-être qu'on en parlera ensuite, mais c'est le principal thème, en tout cas, sur lequel aime s'appesantir Nolan, et c'est sa principale peur aussi. Il est connu pour être hypermnésique, pour vachement retenir, et à travers Memento, dans lequel donc, c'est son deuxième long métrage, mais son premier vrai long métrage dans lequel il a eu du succès au box-office, il met toutes ses peurs, en fait. Il met toutes ses peurs, et on a l'impression à la fin de se dire, en fait, que la seule façon pour lui de sauver son monde, encore une fois, on en revient à l'objet, on en revient au Polaroid, au tatouage sur son corps, à tout ça qu'il raccroche à une réalité, et à la peur, justement, de perdre ses souvenirs, de perdre ses émotions, etc. quoi. Donc Memento, en plus, qui est servi par un casting qui est pour moi fort efficace. Il y a Guy Pearce, mais il y a aussi un très grand acteur à ses côtés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il est exceptionnel dedans. Joe Pantoliano. Pantoliano, merci.
qu'on a pu voir après aussi dans Soprano, notamment, dans les Goonies. Voilà. Qui était l'un des méchants de Matrix aussi. Et le film joue clairement sur la connaissance qu'on a des rôles de Joe Pantoliano. Donc c'est aussi en ça que Nolan est intéressant. C'est qu'il aime bien en fait choisir des acteurs, mais dans des rôles auxquels on ne penserait pas forcément. Et justement, la manipulation, c'était un thème fétiche. Alors là, clairement, Memento, c'est bourré de manipulation dans le récit et en même temps dans la façon dont Nolan nous mène en bateau. Et justement, le choix d'un acteur comme Joe Pantoliano et tous les rebondissements qu'il y a autour de son personnage, c'est clairement lié, je pense, à la connaissance que nous, on avait de ce personnage-là en tant qu'acteur. Et surtout qu'il y avait, je reviens sur les personnages, et sur le personnage de Guy Pearce, donc, qui est le héros, entre guillemets, pendant un temps, Brad Pitt s'y est intéressé, en fait, à ce personnage. Pourquoi, finalement, ça s'est orienté vers Guy Pearce et non Brad Pitt? Je crois qu'ils ont tout de suite voulu s'éloigner, en fait, des acteurs un peu A-list pour rester dans du petit budget, un truc qui pourrait davantage contrôler, justement. Et donc, ils se sont intéressés, je sais, à des acteurs comme Aaron Eckhart, Thomas Jane, et ils ont opté, finalement, pour Guy Pearce, ouais. Je pense que c'est une bonne solution en fait d'aller vers une personne qui n'est pas trop connue justement pour s'identifier au maximum. Ouais. Si on avait eu Brad Pitt qui aurait eu des problèmes, je pense qu'il aurait magnifiquement joué, il n'y aurait eu aucun souci à ce niveau-là, mais on aurait eu du mal à rentrer un peu dans ce motel avec Guy Pearce. Il y aurait eu quelques petits... Il aurait fallu... Voilà, ça aurait été difficile en tout cas. Et donc, qu'est-ce que Memento apporte à Nolan alors à ce moment-là? Parce qu'il y a un succès. Que devient le statut de Nolan au moment après la sortie de Memento? Déjà, il est nommé aux Oscars du meilleur scénario, ce qui déjà est quand même une étape supplémentaire. Ce qu'on disait, Following est passé par plusieurs festivals, il a été très apprécié là-bas. Memento également, toi tu parlais de Deauville où il a eu un prix, mais là, il arrive jusqu'aux Oscars. Donc ça veut dire qu'aux yeux de tout Hollywood, Christopher Nolan commence à se faire un nom. Oui, il était même nommé pour le prix de la Directors Guild, donc le syndicat des réalisateurs. Il a été nommé à l'époque. Et ça a ouvert les portes, clairement. Ça a ouvert les portes, ça lui a apporté beaucoup de projets. Il avait, avant même de faire Insomnia, il avait déjà le projet de faire Le Prestige. C'est l'auteur du livre, Christopher Priest, qui avait 2 prétendants, qui étaient Sam Mendes et Christopher Nolan. Sam Mendes qui sort de American Beauty, non? Exactement, à l'époque il sort d'American Beauty. Donc lui, il était carrément auréolé d'un Oscar à l'époque. Et Christopher Priest, en ayant vu Memento, a opté pour Christopher Nolan. Il s'est dit justement que ça se rapprochait davantage en fait, de ce qu'il voulait raconter, de ce qu'il voyait comme un cinéaste adéquat pour adapter en fait, son livre. Et aussi, donc, ce qui s'est passé, c'est que Steven Soderbergh est venu le chercher pour lui proposer de réaliser le remake d'Insomnia. Et ça a été... la véritable carte de visite, d'entrée, pour la clé pour Hollywood. Est-ce que Soderbergh s'est pas intéressé à Nolan avant, justement parce qu'il y a des échos comme quoi il a poussé aussi... Pour Memento, pardon. Pour Memento, ouais. Memento, ouais. Il a essayé justement pour lui trouver un distributeur pour qu'il ait une sortie effective. Après, je pense, au-delà évidemment de la légitimité des Oscars, les critiques qui accueillent, aussi bien d'ailleurs Memento que Following précédemment, enfin encore mieux évidemment parce que c'est considéré comme un des meilleurs films de l'année 2000. Il y a ce côté aussi, le box-office, ça marche, c'est concret pour Hollywood, on est sur un budget de 10 millions et ça rapporte 50 millions. Donc évidemment qu'il y a pas mal de gens qui se tournent vers lui, à la fois parce qu'il sait raconter une histoire, mais aussi parce qu'il sait la mettre en forme et aussi la vendre au public. Il y a quelque chose qui... Concrètement, il devient quelqu'un de bankable, quoi. Ouais, il passe un palier. Clairement, il passe un palier, il devient... Même s'il a besoin de Soderbergh d'ailleurs pour avoir la carte Insomnia qui va ensuite arriver avec Al Pacino derrière et Robin Williams, c'est un step au-dessus par rapport à Guy Pearce, mais c'est quand même très bien. Là, c'est une nouvelle étape. Et Hilary Swank. Ouais, en plus, Hilary Swank. Donc là, c'est une nouvelle étape pour lui, quoi. Voilà, on va en parler maintenant. Donc, on ne va pas reprendre toute la filmographie à chaque fois. Mais là, c'est important de parler d'Insomnia. Parce qu'on va dire qu'il y a une phase transitoire, sachant que c'est le seul film qu'il n'écrit pas, il me semble. Ouais, c'est ça. Là, on est sur une pure commande. On l'a dit, il y a Al Pacino, il y a Robin Williams, il y a Hilary Swank. C'est quand même balèze. Mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'interprétation, encore une fois, de Nolan. Qu'est-ce qu'il va en faire ? C'est ça qui est important. Exactement. Et en fait, là aussi, il explore, encore une fois, là-bas, il essaie de nous plonger dans la subjectivité du personnage, dans son point de vue, dans le fait que, là aussi, il est question de temps. Encore une fois, à chaque fois, il aborde la question du temps d'une manière différente. Et là, c'est genre, à quoi ça ressemble à un endroit où on n'a pas l'impression que le temps passe, en fait. Parce ça se passe en Alaska, il fait jour tout le temps. Voilà. Il fait jour tout le temps, et donc, du coup, le personnage, son insomnie est-elle due à l'environnement ou est-elle due à sa culpabilité? Là aussi, une autre marotte de Nolan. Et c'est intéressant de voir, de le voir
on peut dire, se plier à l'exercice du remake. Il n'est pas crédité, mais je crois qu'il a quand même plus ou moins pas mal retouché le scénario. Mais effectivement, je pense que c'est pas un hasard si c'est le seul, ou en tout cas son nom n'apparaît pas au générique pour le scénario. Et c'est très Nolan. Après, on va dire que si je voulais pinailler, il y a clairement l'impression de le voir faire un film entre guillemets un poil plus conventionnel pour montrer justement au studio qu'il est capable. Voilà, exactement. Donc c'est un des rares Nolan donc où il y a quasiment pas de flashback. On est sur des très très brefs flashbacks en fait, des petits inserts comme il y en avait souvent dans la première partie de sa carrière qui figurent à la mémoire justement. Mais sinon il essaie vraiment de respecter le cahier des charges, de livrer une bonne copie. Et ça a été vraiment le tournant parce que c'était donc la première fois qu'il tournait pour le studio de la Warner. Et il va s'en découler une relation exceptionnelle. Insomnia, film pour vous marquant de la filmo de Nolan? Alors, moins, ou plus anecdotique? Enfin, plus anecdotique, non, mais effectivement, moins en tant que film, et plus, comme tu disais, pour ce que ça va préfigurer. Parce que vraiment, tu parlais de carte de visite. Là, c'est clairement ça. C'était pas vraiment un entretien d'embauche pour Batman, mais ça a eu le même résultat. C'est-à-dire que la Warner s'est rendu compte que oui, le mec était doué, oui, le mec pouvait travailler pour eux. Et après, quand il vient les voir pour rebooter la saga Batman, je pense qu'il ouvre les portes en grand. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est son seul film de commande, on va dire, de toute sa carrière. Et il a réussi quand même à l'adapter à son cinéma et à ses envies. Donc, à la fois, il se soumet à un système qui est le système hollywoodien, avec un remake d'un film norvégien. Et en même temps, alors en passant, il a Al Pacino, Hilary Swank et Robin Williams, qui est quand même... Accessoirement, ça peut servir. Ça peut servir. Mais je pense que ça peut être un poids, et à la fois une carte de visite, comme à la fois quelque chose où il peut s'effondrer face à eux, quoi. Il peut se faire à manger, clairement. Gérer Al Pacino, ça ne doit pas être évident. Robin Williams aussi, surtout dans un rôle aussi sombre, quand même, qui, sur le papier, c'était vraiment l'événement. C'était d'avoir Robin Williams dans le rôle du méchant. Donc ouais, si tu diriges tout le monde mal, ça se retourne contre toi. Mais c'est vrai qu'après, on repart vers quelque chose c'est assez classique. Mais il coche les cases, en fait, de tout, et parfaitement, pour rentrer dans l'industrie et ensuite arriver à ce que la Warner comprenne ses intentions, accepte ensuite de rebooter Batman. Ce qui est quand même une envie... On va y venir avant... Voilà, parce que c'est quand même le pont est magnifique, quoi. Mais avant de venir à Batman, j'aimerais qu'on revienne sur... parce que Christopher Nolan n'est pas seul, on l'a évoqué, il y a son frère, un de ses frères, et il y a aussi son épouse, Emma Thomas, qui est sa productrice sur tous ses films, il me semble. J'aimerais qu'on revienne sur ce trio, parce que j'ai dit un de ses frères, parce que accessoirement, il y a un autre de ses frères qui est dans une sombre histoire de meurtre qui est au Nicaragua, non, au Costa Rica, pardon. Très, très sombre, mais c'est pas celui-ci. Donc voilà, là on a une sorte de triforce en fait, parce qu'on en parle moins au début et on va les voir beaucoup plus présents par la suite. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire avec son épouse déjà, parce que c'est une belle histoire? Emma Thomas, c'est sa compagne depuis l'université. En fait. Donc elle a été là dès le départ, dès qu'il a fallu, je pense, trouver les moyens, les ronds, le matériel, etc. pour réussir à faire un film. Des courts-métrages déjà dans un premier temps. Elle était là et je pense qu'elle n'a pas quitté. Encore une fois, je pense que c'est cette nécessité d'avoir le contrôle absolu où il sait que du coup ça reste une affaire de famille. Christopher Nolan, c'est un de ses réalisateurs, il n'y en a pas des masses. Il y a Guillermo del Toro, par exemple, est comme ça, qui ne veut pas, par exemple, de seconde équipe sur ses tournages, parce qu'il veut tourner chaque plan du film. Il veut pouvoir le maîtriser de A à Z. Et voilà, le fait de pouvoir d'en faire une affaire de famille, que ce soit avec Emma Thomas qui est là sur chaque film, ou donc avec son frère Jonathan Nolan qui a coécrit la moitié ou presque de ses films, c'est que voilà, ça reste quelque chose qu'il peut contrôler, qu'il peut maîtriser de bout en bout. Je pense qu'il y a un partenariat qui fonctionne et qui, du coup, même se retrouve parfois dans certains de ses films. On l'accuse souvent d'avoir recours dans son écriture à ce qu'on appelle la woman in the fridge, à savoir que ça commence souvent avec le meurtre de la femme du personnage principal comme motivation. Et c'est intéressant de voir que, par exemple, à partir du Prestige, et ça se retrouve également dans Inception, c'est souvent la partenaire qui est perdue. C'est-à-dire que c'est non seulement l'épouse du personnage, mais également sa partenaire. Et je pense que là aussi, Louis le disait tout à l'heure, c'est une de ses peurs. C'est pas juste, effectivement, un artifice scénaristique, on va dire, pour faciliter l'écriture. C'est également une peur profonde, je pense, de Christopher Nolan. S'il perdait Emma Thomas, s'il perdait sa principale coéquipière, collaboratrice, ce serait une grande perte, quoi. Et est-ce que vous pensez que le cinéma de Nolan est mieux quand il est accompagné de son frère au scénario? C'est difficile à dire.
parce qu'il a fait des très bons films avec Jonathan Nolan. On parlait du Prestige notamment, ou même il a coécrit les 2 derniers Batman avec lui. Mais après, en solo, Christopher Nolan, il a fait Inception, il a fait Dunkerque, il a fait Tenet. Donc c'est quand même, ce sont des plus gros films. Mais on ne sent pas vraiment une grosse différence finalement entre ce qu'il a coécrit avec son frère et ce qu'il a coécrit tout seul. Parce que son frère n'existe pas que via le prisme de Christopher Nolan. Il existe individuellement, et notamment Westworld, Person of Interest. C'est aussi pour ça qu'ils ne travaillent plus ensemble pour le moment. C'est qu'en fait, son frère est parti s'occuper de séries. C'est pas juste ils se sont brouillés ou Christopher a dit c'est bon, tu m'as bien aidé au début, maintenant bye bye. C'est juste que voilà, ils n'ont plus le temps de travailler ensemble, mais je vois pas une grosse différence vraiment entre les films d'avant et les films d'après. Comme on l'a dit tout à l'heure avec Insomnia, bien que ce soit un film de commande, c'était aussi la confirmation que Christopher Nolan était un auteur, qu'il avait une esthétique et une thématique récurrente de film en film, même quand il n'avait pas écrit. Et donc, effectivement, qu'il écrive avec Jonathan Nolan ou qu'il écrive seul, ce sont les mêmes thèmes, c'est le même type de structure. Ça, ce sont des trucs propres à Nolan, comme on disait tout à l'heure. La nouvelle de Memento, qui s'appelle Memento Mori, écrite juste par Jonathan, il n'y a pas cette structure-là. C'est parfaitement linéaire de bout en bout. Donc, chacun a son Nolan préféré. Donc oui, j'imagine que ceux qui préfèrent Le Prestige ou Dark Knight vont dire bon, les meilleurs, c'est ceux coécrits par Jonathan Nolan. Moi, pour ma part, mon préféré, c'est Inception, donc j'aurais tendance à dire non, pas nécessairement. Moi, je les aime tous. Et après, effectivement, je trouve que dans la dernière partie de sa carrière, Christopher Nolan a poussé vers une certaine radicalité avec Dunkerque, où il y a des côtés presque expérimentaux, et même jusque dans Tenet. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il aurait pu faire s'il coécrivait ou pas. Donc. Très bien. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux ont su exister de manière indépendante et avec autant de qualité et de talent des deux côtés. Donc on l'a dit, après Insomnia, il y a évidemment Batman. Là, on va s'attaquer quand même à quelque chose de balèze. Et quand je dis quelque chose de balèze, c'est aussi pour lui. Parce que il faut dire que 8 ou 9 ans avant, on sort d'un Batman qui a foutu en l'air la franchise. On va voir un genre. Voir un genre, le genre de super-héros. C'était très compliqué. Les 2 derniers Batman, Forever et Batman et Robin, sont... ratés, voire complètement expérimentaux pour l'un d'entre eux, vraiment. Et là, c'est quand même Batman, c'est iconique. On avait d'abord Burton qui a su réinventer Batman et l'inventer même au cinéma. On a Schumacher qui le plante. Et puis, on a la Warner qui donne les clés à Nolan sur Batman Begins. Comment ça se passe ? Comment on en est venu là ? Déjà, il faut se rappeler que début des années 2000, Spider-Man, Sam Raimi qui commence justement à réévaluer, à redonner un peu d'espoir quant au film de super-héros. Donc on est en train de se dire, OK, il y a peut-être un renouveau à apporter au cinéma de super-héros. Donc je pense qu'il profite de ça, forcément. Et après, je pense qu'il y a un aspect de concurrence, forcément, entre DC et Warner qui peuvent justement s'accorder contre Marvel qui justement est en train de revenir avec peut-être un univers cinématographique. C'est pas encore vraiment concrétisé, ça prendra une bonne décennie, mais il y a déjà cette idée-là. Il arrive dans ce milieu-là. Et puis il y a eu les X-Men aussi au tout début des années 2000 qui vraiment ont amorcé de nouveau un genre avec en plus un propos derrière. Donc c'est ça, c'est qu'en fait tu te dis t'es pas obligé de faire la technoparade comme Joel Schumacher. Pour faire un film de super-héros, c'est que tu peux faire un film de super-héros un peu plus réaliste, avec un vrai propos derrière. Et je pense que c'est ça qui va intéresser Christopher Nolan, malgré la pression qu'il peut y avoir. Parce que comme on disait, c'est ça, c'est que Warner s'est aussi dit, bon, allez, maintenant, on relance Batman parce que les super-héros sont en train de revenir. Donc, à nous de tenter le coup avec. Il y avait une grosse attente et c'est un projet qui traînait depuis, quasiment depuis la sortie de Batman et Robin. En fait, il y avait une idée de 5e volet qui est passée entre les mains de Darren Aronofsky, qui s'est retiré d'ailleurs. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes aussi. Ils n'étaient pas d'accord sur le choix de l'acteur. Le film devait coûter très cher parce qu'ils voulaient le tourner au Japon pour représenter Gotham City en s'inspirant de Tokyo. Il devait s'inspirer de Batman année 1, le célèbre comic book de Frank Miller. Ça a été très, très, très compliqué quand même avec les studios. Il y a eu la question de Clint Eastwood à un moment qui s'est posée pour un Batman vieillissant. Donc je pense que c'était pour une adaptation du dessin animé Batman la relève. Donc le projet quand même a mis longtemps à se dessiner jusqu'à ce qu'ils arrivent à Christopher Nolan. Enfin, longtemps, moi je trouve que c'est relatif parce qu'il y a 8 ou 9 ans entre les deux. On aurait pu penser qu'après un schisme pareil dans le film de super-héros,
il laisse encore du temps et finalement... Ils ont voulu très vite remonter en selle. C'est ce qu'on découvre. On a l'impression qu'en fait, ils ont attendu le début des années 2000 et les X-Men et les Spider-Man pour moi, plus que les X-Men, c'est vraiment Spider-Man qui fait peut-être plus grand public, on va dire, que les X-Men. Parce que le succès de Spider-Man a été énorme. Par rapport aux X-Men, qui a eu un joli succès, mais qui a amorcé quelque chose, Spider-Man, c'était la confirmation qu'on pouvait prendre un héros très populaire et cartonner avec. Mais comment Nolan se retrouve sur Batman Begins ? En fait, effectivement, comme l'a dit Maximilien, ils étaient un peu, encore plus qu'aujourd'hui, paumés. La Warner, à l'époque, ils ne savaient pas trop quel projet faire. Il y avait donc le Batman Year One d'Aronofsky, mais ils voulaient le faire en mode French Connection. En gros, ils voulaient faire plus ou moins ce que Todd Phillips a fait avec Joker, ce qu'à l'époque, Warner n'était pas prêt à faire. C'est un film classé R aux États-Unis, interdit aux moins de 17 ans, peut-être pas petit budget, parce qu'effectivement, c'était Batman, donc pas aussi petit budget que Joker, mais ils voulaient faire quelque chose de plus radical. Ça n'a pas pris. Ils ont essayé de lancer déjà à l'époque Batman vs Superman, ça devait être fait par Wolfgang Peterson. Il y avait même des acteurs qui avaient été castés à l'époque. Il y avait déjà Ben Affleck, mais Jude Law, je crois. Il y avait Jude Law et Colin Farrell. Et donc, voilà. Et il y a eu un projet de l'adaptation de Batman Beyond, la série animée. Et Nolan vient les voir en 2003 avec son pitch et il les a convaincus. Donc, c'est Nolan qui va voir Warner, qui va voir la Warner et qui propose Batman Begins. C'est ça. Donc c'est même pas un film de commande, c'est vraiment son envie. Il met de côté le prestige qu'il avait déjà dans sa besace depuis un moment, voilà, pour battre le fer quand il était chaud. Juste après Insomnia, il a dit voilà, je peux faire Batman, je vais le faire comme ça. Et ils ont dit banco. Ce qui est intéressant, c'est qu'il voulait faire aussi un biopic, un film sur Howard Hughes. Au même moment, il y a Scorsese qui fait The Aviator, forcément, donc il laisse de côté. Et on peut vite faire le parallèle entre la figure de Batman et la figure de Howard Hughes, qui sont des grands industriels, qui ont aussi chacun à leur façon des problématiques, on va dire, très personnelles. J'allais dire des tocs, mais oui, c'est un peu ça. Ouais. Et c'est vrai qu'il arrive avec cette idée de Batman Begins, et surtout, il ne vend pas un côté mercantile en mode « je vais faire 3 films ». Il y a ce côté genre, on fait ce film, on verra s'il y en aura des suivants ou pas, mais c'est pas du tout indiqué que ça va être un reboot ni une trilogie. Alors que la fin de Batman Begins annonce une suite. Oui. Et pour le coup, excuse-moi, assez intelligemment, et on se dit, c'est plutôt cohérent. Ouais. En fait, effectivement, tu disais tout à l'heure, ils ont pris le temps. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'une saga peut se terminer, on peut avoir un reboot 2 ans après. En fait. Sûr. Et c'est Batman Begins qui a popularisé vraiment cette démarche-là. À l'époque, c'était pas vraiment quelque chose. Moi, je me rappelle encore de soirées où j'entendais des gens derrière moi dire genre, mais c'est n'importe quoi Batman Begins parce que c'est le Joker qui a tué les parents de Batman et tout. Et genre, exactement. Non, le Burton n'est pas. Là, c'est une autre franchise, c'est une autre histoire. Voilà, ça reprend à zéro. Parce que on a en France. Pour beaucoup, connu Batman via le film de 89 de Burton, et ensuite, après, par la série animée de 92 aussi, 92. Et peu par le comics, c'est-à-dire que le comics, on l'a découvert après, et surtout, c'était quelque chose, comme tu le dis, c'est très important, la réinterprétation d'un même personnage et d'une histoire. Donc, et même là, Nolan va prendre des libertés sur le meurtre des parents de Bruce Wayne. Il y a plein de choses où on se dit, mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. En fait, il y a eu évidemment non seulement déjà en comics, il y avait plusieurs décennies en fait déjà d'histoire, et il y a eu même plusieurs réinterprétations déjà dans la bande dessinée en fait. Mais effectivement là, il prend le parti de le faire de son point de vue. À l'époque, on l'attaquait en disant il n'a pas de point de vue juste parce qu'il n'y avait pas d'architecture gothique ou expressionniste, où il n'y avait pas de statues géantes et de néons comme chez Schumacher, alors que c'est précisément son point de vue, c'est de revenir à quelque chose de très terre-à-terre, de raconter en plus ce qui à l'époque n'avait pas vraiment été fait pour le personnage, une origin story, et de le faire donc, de raconter vraiment comment est-ce que dans le monde réel, quelqu'un pourrait devenir Batman. Et là, pour moi, il s'est aussi inspiré, entre guillemets, d'un film qu'il disait affectionner, c'était le Superman de Richard Donner, où on voit qu'en fait, il y a des similitudes, on va dire, actualisées, mais il y a quand même quelque chose, le fait d'en créer un super-héros dans un monde réel, et se dire qu'en fait, ce super-héros, il ne devrait pas être là. C'est ça, en fait, ce qu'il raconte, c'est que c'est pas normal, en fait. Mais on est dans une normalité où la normale devient normale avec Nolan, parce qu'on l'a dit, il ne veut pas aller au-delà de ça. Et donc Batman Begins, ça marche plutôt bien. Hein. Ça marche pas non plus de fou en termes de box-office, mais ça marche bien. Et après, on arrive à peut-être, à mon sens, le meilleur Batman de Nolan. On arrive à Dark Knight, mais entre-temps, il fait le Prestige. Enfin. Voilà. Après l'avoir repoussé, c'était peut-être même d'ailleurs l'une des conditions pour qu'il réalise Dark Knight.
c'est que la Warner lui laisse faire le Prestige qui, on va dire que c'est son dernier petit film, entre guillemets. Je dis petit, entre guillemets, parce que quand tu as Hugh Jackman, Christian Bale et Scarlett Johansson dans ton film, c'est pas si petit que ça, mais je pense que ça a dû jouer en fait dans la décision de lancer le projet Dark Knight. C'était qu'enfin, la Warner le laisse faire le Prestige, qui, pour le coup, moi, est mon préféré de Nolan. Alors, comme je te le disais hors antenne, le Prestige, c'est peut-être le plus surprenant de voir en préféré de Nolan. C'est pas celui auquel la plupart des gens pensent quand on parle de Nolan, mais c'est un film intéressant. C'est un bon film, à mon sens, qui a des défauts. Après, on peut en discuter. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le seul film qui a un parti pris fantastique, assumé, et qui nous fait mentir sur certains points qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais cette excursion, on va dire, il l'a fait une fois et pas deux, quoi. C'est même, on pourrait même aller encore plus loin parce que tout le film donc, qui raconte la rivalité entre deux prestidigitateurs de l'Angleterre victorienne peut se lire comme une métaphore du cinéma où vraiment on a la bataille entre donc un prestidigitateur dont on nous dit qu'il n'aime pas enjoliver vraiment ses shows et de l'autre côté vraiment un showman joué par Hugh Jackman qui a fini par jouer dans The Greatest Showman et qui a vraiment cette nature-là de mec qui aime faire le spectacle. Et donc on a un peu l'opposition entre deux cinémas, potentiellement entre deux facettes de Christopher Nolan, celle qui serait peut-être plus intéressée vers des films, voilà, les petits films, les Memento, etc. Et l'autre qui donc depuis quelques années ne fait que des blockbusters. Et même au-delà de ça, il y en a un qui va jusqu'à corrompre son âme. Je vais pas spoiler le film, mais du coup l'incursion du fantastique devient comme une espèce de ligne, de limite qui a été franchie, qui peut même d'ailleurs se lire par l'utilisation d'effets spéciaux, d'effets visuels, quelque chose que Nolan rejette. Donc il y a effectivement le fait que le fantastique ait été franchi et vu comme quelque chose de mal, en fait. Donc ceci explique peut-être cela sur ce que Nolan essaie de dire au travers du film, entre autres. Et puis il y a aussi tout un discours en fait sur l'art en général, sur les sacrifices que tu es prêt à consentir pour un art. Et je pense que Christopher Nolan, c'est lui qui parle à ce moment-là, en fait, c'est qu'il s'investit à fond dans ses films. Il a l'air de dire en fait qu'il donne tout pour ses films comme l'un des personnages dans le film. Et c'est en ça moi, que je trouve le film vraiment intéressant, c'est que il est personnel. Ouais, c'est un film très personnel. En plus, il l'a coécrit avec son frère. Ce qui, quand tu vois le film et certains de ces twists, tu te dis ah oui d'ailleurs ça fait vraiment écho à ce qui s'est passé en coulisses. Et je trouve que c'est vraiment un film là qui au-delà des twists, parce que c'est un film sur la magie et qui dès le début te dit ça va être organisé comme un tour de magie. Il va y avoir des trucs vous n'allez pas les voir, mais vous allez essayer de deviner. Je vais vous berner, vous allez voir. Donc effectivement, ça fonctionne. C'est un vrai tour de magie, mais il y a un propos derrière. Et c'est en ça, moi, je trouve le film vraiment intéressant. Et ce que tu disais sur les deux facettes de Christopher Nolan, c'est exactement ça. C'est qu'à la fois, il y a un personnage très cérébral et un personnage qui se vend très bien. Et c'est ce que Nolan, après, va faire avec ses films suivants. Et notamment Inception ou Dark Knight, où à chaque fois, les bandes annonces de ces films, tu te dis, ah ouais, j'ai envie d'y aller là. Justement, on va y aller parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps et on n'est même pas arrivé aux trois quarts de ce qu'on voulait raconter. On va devoir conclure avec Batman, même si j'ai envie d'en dire beaucoup de choses parce que on va aborder d'abord Dark Knight et on va peut-être coupler avec Dark Knight Rises. Mais pour moi, Dark Knight est mon préféré. Et là, on a un Batman qui le ancre dans une réalité post-11 septembre, très marquée, très noire aussi, hein, un personnage de Bruce Wayne au-delà de Batman qui est intéressant. Et on a peut-être aussi une des plus belles interprétations du Joker, ce qui en fera après aussi peut-être une des parts du succès de ce Batman-là. Et on a oublié de dire aussi, c'est que les Batman, il est parti chercher quelqu'un d'important. Pour moi, c'est David S. Goyer qui est le scénariste de Coup pour Coup. Je pense que personne ne va citer ce film à part moi, mais aussi les Blade, les Blade entre autres. Il a réalisé le 3e d'ailleurs. Il a réalisé le 3e et donc il avait cette caution pour être ancré aussi à la partie comics parce que voilà. Donc rapidement, je suis désolé d'employer ce terme pour parler de Dark Knight et Dark Knight Rises. Qu'est-ce que ça change en fait, Dark Knight ? Il y a vraiment, c'est le film, je pense, il a tapé dans l'esprit du temps.
Non seulement parce qu'effectivement on était donc là vraiment de plein fouet dans la vague des films dans le renouveau de la vague des films de super-héros. Il sort la même année que le premier Iron Man, donc il n'y avait pas encore Marvel Studios qui était la force de frappe commerciale qu'elle est aujourd'hui. Et en plus elle arrive donc encore pas très loin après le 11 septembre et devient un film symptomatique de son époque, de par son genre et de par son propos. Et effectivement, comme tu le dis, l'interprétation du Joker, sublimé par le fait qu'on l'a découvert à titre posthume suite à la mort de Heath Ledger, rend le film un peu unique. Le succès qu'il a connu était sans précédent pour un film aussi noir, aussi comment dire, sérieux même, on peut dire. Enfin, on a du mal à s'imaginer qu'un film avec ce ton-là puisse fonctionner aujourd'hui et devient, pour le meilleur et pour le pire, une influence à suivre. Tous les films un peu dark and gritty, en fait, qu'il y a eu par la suite, les adaptations noires ou réalistes qu'il y a eu par la suite, n'ont pas eu le même succès, enfin, n'ont pas eu la même réussite artistique ni même commerciale. Mais là, il y a clairement quelque chose où il érige. À l'époque, il y avait des comparaison hyperbolique avec le parrain, c'est un peu le parrain du film de super-héros. Mais il y a surtout beaucoup d'hommages aussi, Michael Mann dedans. Exactement, It, voilà, c'est clairement It, l'influence revendiquée de ce film. Voilà. Il y a quelque chose de mais très entre autres, urbain. le parrain, je suis complètement d'accord. Il y a aussi, pour moi, c'est un mélange de It et du parrain. C'est ça. En fait, vraiment, c'est comme tu disais, il a partagé son enfance entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et notamment Chicago. Et le fait d'avoir choisi Chicago pour être la doublure de Gotham dans ses films fait qu'il ramène tout de suite quelque chose de personnel. Et au travers de ces 3 films, il va raconter aussi l'histoire d'une ville, et donc d'une ville qui devient une espèce de parabole un peu de l'Amérique de New York et donc de l'Amérique post-11 septembre, et comment un personnage et une ville vont devoir se reconstruire, faire face à la peur. C'est les 3 mêmes thèmes un peu qui gouvernent les 3 films, que ce soit donc avec le personnage de l'épouvantail et de la technique utilisée par Ra's al Ghul, le méchant du premier, que ce soit donc clairement ces méchants font plus figure de terroristes, Bane, le Joker Dark Knight Rises, et Bane, voilà, qui incarne une espèce d'insurrection sociale et d'instrumentalisation des masses. Là aussi, ce sont toutes les peurs de Christopher Nolan, qui a toujours dit que une de ses peurs principales, c'était le chaos. Et à chaque fois, c'est le chaos qui met de manière différente. Et comment est-ce que un peuple doit y résister, justement, et ne pas succomber à ses plus bas instincts, comme a pu le faire l'Amérique après les attentats du World Trade Center. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il choisit un super-héros qui n'en est pas un, en fait, qui n'a pas de super-pouvoir. Qui n'a pas de pouvoir. Donc c'est encore plus facile de s'identifier à une créature telle que celle de Bruce Wayne. Et il l'implique dans une réalité qu'on connaît tous. On voit plus la ville de Chicago que la ville de Gotham, presque. Surtout filmé d'une manière où on voit It de Michael Mann et on voit un braquage dès le début. Ça aurait pu être le début de It, d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, avec le Joker ici. Et donc, il y a déjà cette couche de... On suit un personnage qui nous est proche, même si, évidemment, c'est un milliardaire et qu'il est très loin par rapport à ça financièrement. Cette thématique, d'ailleurs, on la retrouve dans le dernier, dans Rises. Mais il y a cette idée aussi que, oui, il y a cette peur qu'on voit dès Batman Begins. La peur, en fait, d'une société qui face au lendemain du terrorisme. Comment une société, en fait, peut faire face à cette peur et comment elle doit envisager, justement, d'invoquer un super-héros qui, justement, peut avoir aussi beaucoup de failles et être noir, en fait, ce qu'on comprend dans le deuxième. Finalement, en fait, le Joker et le Batman sont au même niveau, presque. Ils sont aussi... C'est les 2 côtés d'une même pièce. C'est ça. J'ai envie de dire... Mais les 2 peuvent être aussi mauvais l'un pour l'autre. Jeu de mots avec double face. Ouais. Voilà. Je pense ça en plus. Mais c'est exactement ça. C'est que Batman est presque un anti-héros dans le film. Et justement, l'intérêt aussi de Christopher Nolan, c'est que c'est quand même un personnage qui est mu par une idée de vengeance au départ. Ce qui vraiment s'inscrit complètement dans le cinéma de Nolan. On parlait de Memento notamment. Et là, Batman, en fait, on est vraiment dans ce prolongement. Et justement, tous les films montrent un peu un personnage qui marche sur la ligne entre la justice et la vengeance, et avec des frontières un peu floues, qui franchit des fois, il met un pas dans un camp, il met un pied dans l'autre. C'est vraiment un personnage très nuancé, en fait, le Batman de Christopher Nolan. C'est pas le super-héros parfait, sans faille qu'on aurait pu imaginer. Oui, c'est ce qui l'intéressait. Donc je pense que ça ressemble encore une fois, à tout ce qu'il a posé comme base auparavant. Alors je suis désolé, on va devoir aller maintenant on va devoir sauter quelques films et recouper, j'ai envie de dire, une des thématiques récurrentes de Nolan, c'est le temps et aussi l'introspection, j'ai envie de dire. On va parler maintenant d'Inception, mais également de Tenet, qui est son dernier film en date, qui a aussi une thématique différente, mais qui peut se recouper. Est-ce que quelqu'un peut nous pitcher Inception rapidement ? Alors, c'est l'histoire d'une team de personnes qui sont spécialisées dans l'extraction, à savoir le fait de réussir à aller cambrioler une idée dans
l'esprit de quelqu'un en passant par des rêves manufacturés. Voilà. C'est un super résumé. C'est un super pitch, pas de souci. Donc là, on est dans l'esprit, en fait. Qu'est-ce que... on a vu, hein, Nolan a gagné vraiment énormément de crédit avec Batman, ça a continué de l'asseoir à Hollywood. Là, Inception, comment ça se passe? Pourquoi il fait ce film à ce moment-là? Je pense qu'en fait, c'est grâce au succès qu'il a eu avec Dark Knight qu'il se dit, là, du coup, j'ai assez de crédit pour qu'on me laisse faire un gros film original, parce que c'est vraiment une idée originale, ce qui est assez rare à Hollywood aujourd'hui d'avoir des films qui coûtent aussi cher et qui ne sont pas des adaptations. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il s'appuie sur tout ce qu'il a fait avec la Warner avant pour tenter le coup avec un gros blockbuster intelligent, qui plus est. Et c'est en ça, en fait, que là, vraiment, c'est le film qui change tout dans sa carrière, parce que c'est à partir de là que les films de Nolan, ça devient des films dans lesquels il nous plonge dans un monde qu'il a lui-même conçu. Donc, il a lui-même conçu les règles. Je pense notamment à... Les mondes imbriqués, on va dire. Hein, oui, clairement, en fait. Et, c'est des mondes dans lesquels il remet toutes ses obsessions, mais ce sont des choses originales. En fait, c'est toute l'histoire de Inception, c'est aussi, au-delà de l'extraction, du côté cambriolage de rêve, c'est l'histoire du personnage joué par DiCaprio qui cherche sa liberté. Et on sent que justement ce film a permis à Nolan d'avoir la sienne à Hollywood, c'est-à-dire d'être maintenant le seul auteur de ces films, d'avoir la mainmise complète sur tout ce qui va se... Tout contrôler. Exactement, même au-delà du fait de tourner sans seconde équipe, c'est qu'il écrit, il produit, vraiment il est à la base de tout. Et ça c'est grâce à Inception, parce que c'est un film qui en plus a marché et l'a vraiment installé, non plus comme le réalisateur de Dark Knight, mais comme Christopher Nolan. C'est marrant à quel point il réussit en deux grands films, soit le Dark Knight et Inception, à détourner deux genres majeurs dans l'industrie du cinéma, qui est le film super-héros. Là, en plus, le détourner et à poser des thématiques politiques et sociétales, il faut le faire quand même dans un contexte aussi important que celui d'Hollywood et financier. Et ensuite, aller vers le James Bond, en fait. C'est un film de cambriolage mêlé à un film de mission, en fait. Et comme tu dis, en fait, c'est la poser dans son monde. Il crée son monde et on suit une équipe qui vient dans les abîmes de la conscience, quoi. Alors, c'est très important ce que tu dis, c'est qu'en fait, pour moi, en tout cas, Christopher Nolan se réapproprie des genres et réinvente des codes. C'était très important de le dire. Et quand tu parles de James Bond, c'est ce qu'il va faire par la suite avec Tenet, en fait. C'est ça. En fait, l'idée, je pense, de son cinéma, avant tout, c'est qu'il découvre des sensations à une époque quand il est jeune, et il veut les retrouver, les redonner, et évidemment remodeler pour pas évidemment refaire la même chose. L'idée avec Tenet, c'est pas il aurait pu faire, je pense, un James Bond, mais ça l'intéresse pas de refaire la même chose qui a déjà été fait depuis des décennies. L'idée, c'est de le remodeler, et il est obligé forcément de passer par un remodelage, en fait, de toutes les idées qu'il est préconçues, la manière dont justement on envisage un film comme ça, et il en fait son monde, son univers, pour redonner des nouvelles sensations. Alors, avec Inception et Tenet, on va parler tout de suite de Tenet après, on a aussi mis une étiquette, parce que là, il y a eu un gros succès, etc., de réalisateur qui fait réfléchir. Et peut-être de réalisateur un peu compliqué, où il faut prendre une boîte d'aspirine pour comprendre ses films. Alors, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec cette étiquette. Je suis même pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on peut même inclure Interstellar, hein, on n'en a même pas parlé encore, mais on peut inclure Interstellar dans la boucle, et notamment sur le temps, hein, on est complètement dans la thématique. Je pense qu'on vient chercher un petit peu ce qu'on veut y trouver aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, avec Tenet, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé. S'il faut faire un pitch, je vais me charger de le faire, et je vais beaucoup moins bien le faire que toi, mais pour moi, c'est le futur qui vient éradiquer le présent et le passé. Alors, il y a toute une histoire de boucle temporelle qui est, pour moi, super bien écrite, pour d'autres un peu moins. Pour moi, c'est vraiment très, très bien écrit. Et on a donc, avec, on va dire, Memento, Inception, Interstellar et Tenet, on a... c'est vraiment ces peurs, on revient à ces peurs et ces thématiques, ces angoisses récurrentes. Et là, il arrive à en faire quelque chose, finalement, qui est accessible à tous et qui nous permet d'y trouver chacun ce qu'on veut y trouver. Ce que je trouve génial, c'est la phrase qui met en valeur plusieurs fois dans Tenet, c'est n'essayez pas de comprendre, essayez de ressentir. Dès le début. Dès le début. Mais en fait, ça pourrait se faire pour tous ces films d'Interstellar qui traitent de la science-fiction, qui pourrait être un élément un peu rébarbatif pour certaines personnes, mais il met du drame, il met de l'émotion, et on suit une famille, on suit un père. Tenet, c'est pareil. Moi, je trouve ce qui est génial avec Tenet, c'est que c'est en le revoyant plusieurs fois qu'on comprend
le drame qui s'installe en fait au fil des minutes. Alors, je me permets de rebondir rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais c'est important de le dire pour les gens qui n'ont pas forcément encore vu Tenet. Le voir une fois, c'est pas une sanction. C'est-à-dire qu'on peut vraiment éprouver du plaisir en le voyant une fois. Mais le revoir plusieurs fois, si on en a envie, ça nous permet encore d'aller encore plus loin dans ce que veut nous montrer Nolan. Et pas si forcément on a envie de le comprendre en plus. Exactement. Il n'y a pas cette idée de comprendre. Mais surtout, c'est vrai de tous ces films. Je veux dire, Exactement. Le Prestige, c'est pareil. Le Prestige, une fois qu'on l'a vu et qu'on le revoit, on réinterprète tout différemment. Personne à l'époque disait oh là là, pourquoi est-ce qu'un film est vendu sur le fait qu'il faut le voir. Déjà, ne jugez pas les films sur la façon dont ils sont vendus. Et surtout, effectivement, n'essayez pas de comprendre, ressentir. Je pense que dès Memento, tu le disais tout à l'heure, tu peux te laisser porter sans avoir nécessairement besoin de réfléchir parce que tu es dans la subjectivité du perso. Par le dispositif narratif, il t'a plongé dedans, donc tu n'as pas nécessairement besoin de vouloir à tout prix essayer de déjouer le truc, de chercher à comprendre. Tenet est très verbeux, donc forcément, il invite à réfléchir, mais effectivement, pour moi, c'est pas une tare d'être le dernier à proposer des blockbusters qui ne sont pas adaptés de licences préexistantes. C'est pas une tare, voilà, au contraire, d'utiliser son pouvoir pour réussir à son pouvoir financier à Hollywood pour pouvoir raconter des histoires sur un canevas aussi large. Et c'est le dernier presque à faire ça. J'ai un peu du mal à comprendre cette besoin de cracher dans la soupe sur ce qu'on te donne. Et effectivement, je trouve que Tenet est peut-être même encore plus ambitieux, pas forcément aussi réussi que par exemple Inception, mais plus ambitieux que ce qu'il a fait auparavant. Ce que je trouve génial, c'est qu'il fait mentir en fait toute une industrie que pour vendre un film et pour qu'il soit vu par le plus grand nombre, il faut forcément qu'il soit familial. Ouais. D'où tous les films de super-héros chez Marvel, d'où l'humour qu'ils incorporent. Ça veut pas dire. Il n'y a aucun humour quasiment dans le cinéma de Nolan, d'ailleurs. Il y a quelques touches, gros mais déconneur. c'est pas un déconneur. Voilà. Et même, il vient faire mentir un mec qui s'appelle Martin Scorsese et qui disait, à la sortie de Casino, en milieu des années 90, que ça, les Américains ne pouvaient plus voir des films compliqués. Des films longs et violents. Il fallait aller vers du Pixar. Ce qu'un Danny Boyle appelle la pixarification, je crois, du cinéma. C'est-à-dire des choses qui sont simples, familiales, où on peut amener les gamins, le popcorn, etc. Et avec Tenet, il continue justement à se dire qu'on a toujours une possibilité de confiance dans des films qui sont sombres, qui sont peut-être difficiles à aborder, mais à travers lesquels on peut ressentir quand même. C'est une très bonne conclusion, Louis. Et si, pour terminer, vous deviez conseiller un seul film de Christopher Nolan à quelqu'un qui ne connaît pas son cinéma, Maximilien? C'est dur. Je dirais Inception. Je pense que c'est vraiment celui qui encapsule le plus de choses de sa filmographie, aussi bien sur l'aspect visuel que sur la thématique, et notamment le temps qui, pour la première fois, devient un élément qu'il arrive à distordre un peu et sur lequel les personnages peuvent influencer, parce qu'après on le retrouvera comme ça dans Interstellar et dans Tenet. Donc je pense que Inception, c'est celui qui vraiment représente le mieux son cinéma. Oui. Moi je dirais Interstellar. On dit souvent d'ailleurs sur Tenet qu'il n'y a pas assez d'émotions, je ne sais pas quoi. Moi je ne suis pas du tout d'accord, surtout quand on le voit à rebours. Pareil. Mais Interstellar pour moi c'est là où il y a le plus d'émotions, où on est à travers une espèce d'épopée qui nous emmène dans l'espace et pour autant on n'a jamais été aussi proche de l'humanité. Donc pour moi, c'est celui qui ressemble le plus à Nolan et évidemment, la notion du temps, elle est toujours aussi importante. Robert. Moi, je me suis volé le mien par Maximilien. J'y pensais en plus, je me suis dit, c'est honteux. Donc, mais effectivement, Inception et son film somme est vraiment celui où je trouve que, voilà, comme on a dit, il emmène dans son monde et il nous montre vraiment toutes ses peurs, toutes ses obsessions et comment il arrive même à les résoudre. Et je pense à aller au-delà et à dépasser un cap. Et après, peut-être parce que aujourd'hui, le Prestige n'est peut-être pas encore le plus reconnu, du coup, je vais te voler ton film préféré. Mais je te le ton film préféré et conseiller celui-là qui, du coup, pourra, à mon avis, peut-être plaire à ceux qui sont un peu réfractaires au côté rouleau compresseur de ces blockbusters les plus récents. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs. Malheureusement, on n'a pas pu tout évoquer, mais on se l'est dit avant, ça va être très très dur d'évoquer tout le spectre de Christopher Nolan en 1 heure. En tout cas, c'était un plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.